Donc, bonjour Céline, merci d'être là avec nous aujourd'hui. Céline, donc, tu es coach parental, fondatrice de PESI et tu as été consultante pendant plusieurs années au sein des entreprises, notamment pour les aider dans leur objectif de diversité. Oui, c'est ça. Très bien. Donc, on a voulu t'interviewer aujourd'hui parce que Practice se spécialise dans la formation à distance. Et à ce titre, on aime bien parler avec des experts, des gens qui accompagnent des particuliers, des entreprises à distance et savoir comment ça se passe. Et on t'a choisi toi parce que justement, tu es dans un domaine où il y a beaucoup d'émotionnel et en plus, les participants à tes sessions ne se connaissent pas. Ce qui fait que tu dois avoir pas mal d'histoires ou de conseils à nous raconter et on aimerait bien en savoir un peu plus. Donc, on va voir quelques questions. Est-ce que tu es d'accord? Tout à fait. Très bien. Donc, la première question, pour toi, quelles sont les différences et les similarités entre la formation ou l'accompagnement qui se fait en face à face ou à distance? C'est très proche sur, on va dire, les fondamentaux. Je dirais que les similarités, c'est que tu vas recréer un environnement qui est celui de la session de formation à distance, comme tu le fais en présentiel. Tu vas créer une relation, en fait, aussi directe que tu peux le faire en présentiel, il me semble. Tu peux aussi avoir des modalités d'animation qui sont très proches du présentiel et notamment le fait d'avoir recours au travail en binôme, tu vois, des choses en sous-groupe, du travail avec des post-it, etc. Mais c'est vrai que ce canal-là a pour spécificité de créer un hors-champ qui n'est pas partagé par tous. Là où quand tu es tous dans la même salle de formation, si tout d'un coup il y a un chantier qui se met à faire du bruit ou quelqu'un qui passe, qui ouvre la porte, tout le monde va diriger son regard dans la même direction et observer la même chose. Et ben là, chacun a son propre... Enfin, le hors-champ de chacun est inconnu de tous les autres, en fait. Et tu peux avoir tout ça qui crée, comment dire, qui a un impact sur ce qui est partagé, mais qui échappe à tous les autres et qui nécessite du coup d'être verbalisé. Non, excusez-moi, il y a mon enfant qui vient d'ouvrir la porte, tu vois, quand on était en télétravail, ou non, pardon, mais je crois que j'ai, je sais pas, mon chat qui fait tomber une plante. Et dès que tu le repartages, tu remets dans le pot commun cet aspect de hors-champ. Après, il ne faut pas se le cacher, le média technique, presque technologique, peut constituer des obstacles parce que là où en vrai, tu accueilles les gens en disant installez-vous, prenez place, qui veut un café, tu vois, tu peux être dans une relation vraiment en dehors de ta relation de facilitateur, je veux dire sur le fond de ton thème. Tu crées déjà quelque chose au moment où tu dis avec ou sans sucre. Ah oui, moi aussi, je déteste le sucre, j'essaie de faire. Et tu sais, tout ce small talk qui s'instaure. Ben, il faut trouver comment le recréer quand on n'a pas la machine à café, un peu comme si ben, elle était en panne et qu'on dit bon, ben, je vous accueille, désolé, pas de café ce matin. Pourtant, c'est le moment que je préfère pour accueillir les gens en présentiel. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour le transformer? Et tu vois, de transposer tout ça en recréant des conditions similaires dans le distanciel. Tu as aussi l'impact du son qui joue et qui peut être un obstacle et qui fait qu'on rentre tout de suite dans du technique avant de s'être vraiment accueilli, dire bonjour, et notamment cette scène où, bon, est-ce que tout le monde m'entend? Tu sais, où on manipule le volume, oui, et finalement, on est tout de suite rentré dans la technique avant de s'être accueilli, bienvenue, rentrez, prenez place. C'est assez différent. Mais je crois qu'il y a une familiarité qui peut aussi s'instaurer avec ça. Et si on y est attentif, de ramener ça, de toujours ramener d'abord la relation et de dire, bon, on a été pris par la technique, mais bonjour, bienvenue. Tu vois, et de tout de suite revenir sur ce cadre de la relation qui, bien sûr, est rendu possible par la technologie, mais que la technologie ne doit pas empêcher de se produire. Et avec le sourire. Ben, ça marche mieux, non? Comment est-ce que tu fais pour créer du lien en ligne? Est-ce que tu aurais quelques exemples ou anecdotes? Bah, là aussi, on le fait finalement d'une façon assez proche de ce qu'on fait en présentiel. Mais ce cadre va donner des petites subtilités supplémentaires.
J'observe, je suis toujours attentive en présentiel autant qu'en distanciel sur l'engagement et la présence de chacun. Quand quelqu'un a une caméra déconnectée, par exemple, vraiment, je mets un point d'honneur à toujours vérifier de façon orale l'engagement de la personne, sa présence, qu'il n'y a pas quand tu as une caméra éteinte, tu pourrais presque perdre la personne sans t'en rendre compte. Elle s'est absentée, elle a perdu le son, enfin, il peut y avoir plein de difficultés. Donc, j'ai vraiment cette attention d'aller chercher à chaque fois tout le monde, mais exactement comme tu le fais encore une fois en présentiel, en réinterrogeant les gens spécifiquement, en t'appuyant aussi, je regarde des expressions du visage, on les voit à l'écran comme on les voit en présentiel. Ceux qui sont, tu dis quelque chose et puis il y en a, ils font comme ça. Tu vois, et je dis, ah, alors attends, Patrick, vous réagissez très fortement là-dessus. Est-ce que c'est des sourcils levés de qu'est-ce qu'elle me raconte ou, ah mince, je suis passée à côté de cette perception de la situation que je vivais. Donc, de m'appuyer sur les réactions, les traits du visage des personnes, ça m'aide beaucoup voilà, entretenir cette relation, vérifier l'engagement de chacun tout au long de la session. Quand tu parles, j'ai aussi l'impression qu'il y a quelque chose de très authentique, authentique et à la fois spontané, où tu vas aller chercher les gens et aussi dire ce qui est, dire ce que tu vois de manière très simple et à la fois bienveillante. Tu arrives à créer un cadre de confiance, si je comprends bien. Oui, et puis le cœur de mon travail, finalement, c'est la communication, celle entre les parents et les enfants. Mais en même temps, c'est un sujet qui me tient énormément à cœur et qui ne s'applique pas que à la relation entre parents et enfants. Et il me semble que quand on peut mettre en acte cette communication directe, euh, authentique, sans jugement, avec les participants, on illustre pour eux une possibilité qu'ils n'ont pas toujours exploitée à ce jour dans la relation avec les enfants et peut-être même dans la relation avec d'autres adultes aussi. Donc je trouve que c'est très important de pouvoir créer cet écho et parfois même on peut s'appuyer là-dessus. On peut faire des parallèles entre ce qui se passe en formation, ce qu'on verbalise et ce que le parent peut verbaliser avec l'enfant. Et je te donnais cet exemple des expressions du visage. C'est des choses qui peuvent très bien marcher avec les enfants également. Je vois que tu as l'air de ne pas avoir du tout envie d'aller chercher, je ne sais pas moi, de mettre ton assiette dans le lave-vaisselle et de s'appuyer là-dessus, l'accueillir pour ensuite en faire quelque chose et de se dire, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lui dis, mon grand, je comprends, moi aussi, il y a des jours, je n'ai pas envie de le faire, allez, je te file un coup de main, c'est moi qui débarrasse. Ou de se dire, allez, comment est-ce qu'on peut faire quand on n'a pas envie de faire quelque chose et comment je peux t'aider? Parce que tu verras, moi aussi, il y a plein de choses que je n'ai pas envie de faire. Comment est-ce qu'on peut dépasser, enfin faire même quand on n'a pas envie. Je trouve que c'est un truc super chouette à apprendre des fois de savoir faire quand on n'a pas envie, dans certaines limites, bien entendu. Mais tu vois, il y a des parallèles qui s'instaurent effectivement entre cette communication-là, entre adultes au cours de la session, et le fond du propos sur la relation parent-enfant. Très juste. Et ce que tu me dis me fait aussi penser à des challenges d'entrepreneurs. Finalement, on a parfois, enfin, entrepreneurs ou peu importe, salariés, on a une grande to-do list et des fois, il y a certaines tâches qu'on n'a pas envie de faire. Il faut arriver à se motiver. Donc, on sort un petit peu du cadre que je exposais, mais ça me fait penser à ça. Tu évoquais quelques difficultés spécifiques de parents, mais toi, en tant que formatrice ou accompagnante, est-ce que tu as eu des difficultés à gérer dans tes sessions en ligne? Est-ce que tu as des anecdotes ou des exemples et comment tu as fait pour passer au-delà de ces difficultés? Oui, récemment, je me souviens, j'ai été surprise par une réaction en tout début de session et qui était justement propre au fait de le faire à distance avec cette possibilité d'enregistrer. Donc, quand on fait des sessions à distance, souvent j'offre l'accès au replay pour ceux qui ne pourraient pas être là ou pour ceux qui veulent revenir sur ce qui s'est dit, le réécouter à tête reposée, etc. Et très récemment, voilà, tout ça a été dit dans l'invitation, l'inscription sur la session, accès au replay disponible, enregistrement. Et au moment où je dis donc, je m'apprête à lancer l'enregistrement, levée de bouclier de un ou deux participants qui disent mais comment, mais enregistrer, mais diffuser à qui?
Et donc, je me suis rendu compte que ça les avait vraiment inquiétés parce que tu vois, il n'y a pas forcément cette familiarité avec l'usage qui peut être fait de l'image dans les sessions à distance. Ce que je comprends, c'est assez nouveau finalement. Enfin, c'est totalement nouveau comme pratique. Leur crainte, c'était où serait mis à disposition l'enregistrement, pour qui et pour combien de temps. Et du coup, une fois que voilà, ils ont pu exprimer leurs appréhensions, très vite, on a pu avoir des pistes gagnant-gagnant pour sortir de ce moment déstabilisant. Et en offrant aux personnes la possibilité de changer leur nom, tu sais, la vignette donne ton nom, mais tu peux aussi mettre que ton prénom. En donnant aux personnes la possibilité de changer leur nom, j'ai même ouvert la possibilité pour certains de déconnecter la caméra s'ils étaient plus à l'aise, ce qui pour moi n'était pas la solution idéale, parce que je préfère toujours éviter de parler à 15 vignettes noires quand même. Donc, je l'ai proposé cette possibilité qui n'a pas été exploitée par les personnes. Et puis, j'ai précisé que ça les a beaucoup rassurés que c'était un accès uniquement aux personnes ayant payé l'accès à la formation, uniquement en streaming, donc pas de possibilité de téléchargement. Et tu vois, tout ça, ça a eu l'air de vraiment permettre de rassurer. Et je me suis rendu compte que le sujet était, enfin voilà, que la confiance était vraiment préservée quand j'ai lancé le tour de table d'ouverture. Alors, donc, tu vois, tour de table sur les sessions, c'est concrètement, c'est quoi ta famille? C'était sur les disputes entre frères et sœurs. Combien il y a d'enfants? De quel type de fratrie êtes-vous issus? Donc, très vite, tu rentres vraiment dans l'intime. Et c'était les personnes qui avaient été le plus surprises par cet enregistrement et un peu en retrait, qui ont été les premières à la fois à se dire j'entame le tour de table et à rentrer dans cette sphère hyper intime qu'on a quand on échange entre parents sur des sujets de leur vie de famille. Exactement. Et c'est des personnes qui ne se connaissaient pas avant la session, c'est juste ça? Oui, c'est vrai que c'est une particularité aussi, les gens ne se connaissent pas avant. Mais j'ai aussi vu dans des sessions en entreprise avec des gens qui font partie de la même entreprise, qui ne se connaissent pas forcément tous les jours à la machine à café, mais qui se connaissent, que malgré le fait de savoir qui est là, plus ou moins, enfin de situer les personnes, tu rentres tellement dans l'intimité que ce genre de situation, on peut aussi les vivre dans des sessions intra-entreprise. Donc là, c'est justement, tu as cette capacité à créer un environnement de confiance où chacun se sent à l'aise pour partager des choses assez profondes, assez intimes, pour que ça puisse le faire évoluer. Et tu vois, tu me posais la question des différences et des similarités. Bah, typiquement, créer un environnement de confiance, c'est ce que tu fais dans toute session de formation. Tu peux revenir sur des bases de non-jugement, de bienveillance, de ce qui se dira ici ne sortira pas de la salle. Mais dès lors que tu lances l'enregistrement, tu crées une différence. Enfin, tu as ce nouveau cadre-là, plus technique, plus technologique et moins connu des gens, où tu sais bien que dans une salle, il y a peu de chances qu'il y ait des enregistreurs. Mais par contre, sur de l'image vidéo avec enregistrement, tout d'un coup, ça réouvre plus d'inquiétude. Donc, c'est recréer ce même, comment dire, ce même cadre rassurant, protecteur, où chacun se sente de s'exprimer sans crainte. Très bien, ben merci d'avoir partagé ça. Est-ce que tu as vécu des moments mémorables au cours de sessions précédentes? Est-ce que tu penses à un événement, soit quelque chose waouh ou transformateur, ou quelque chose que toi, tu aurais appris au cours des sessions? Ouais, moi, ce que je trouve mémorable, tu vois, c'est tous ces moments où tu sens la prise de conscience d'un parent, mais très fortement, soit à partir de l'apport que tu fais, ou comment dire, le mot m'échappe. Disons les activités que tu proposes, les ateliers que tu proposes dans la session, soit aussi à partir de l'éclairage que tu apportes sur la situation d'autres parents. Et souvent, tu vois, c'est au moment des tours de table, des tours de clôture que je le vois, les parents qui disent j'ai complètement changé de braquet sur ma compréhension de ce qui se passe quand mon enfant me dit non, par exemple. Ou j'étais persuadée que j'étais beaucoup dans l'accueil des émotions de mon enfant, mais je me rends compte, en fait, que je mettais un mot sur les émotions, mais dans l'espoir très fort qu'elles s'arrêtent tout de suite quand même. Et ces prises de conscience-là, elles sont à la fois fortes pour la session, parce que tu comprends qu'il y a eu cet effet de avant-après, tu vois,
de changement, d'enclenchement d'une nouvelle perception de la réalité. Mais aussi, elles sont très fortes dans ce que le parent ose livrer de son changement de regard. Tu vois, pour la session, c'est important quand tu dis, purée, jusqu'ici, je crois que je me suis plantée et je veux voir les choses différemment maintenant. Donc, et le fait de, tu vois, c'est cette remise en question moi, que je trouve hyper noble chez les parents. Vraiment, c'est quelque chose qui me touche très, très fort. Et en même temps, le fait d'oser le partager en session, un aspect d'une certaine vulnérabilité. Aujourd'hui, quand tu es parent, tu dois être au top tout le temps. Et d'ailleurs, si tu fais appel à un coach parental, c'est bien la preuve que tu as tout planté, que tu es vraiment dans un total échec. Et je préfère toujours recadrer ça en disant la force, c'est de savoir mobiliser l'aide, c'est de savoir accepter de changer de regard, parfois accepter qu'on a pu se tromper à un moment, mais de ne pas s'arrêter là et d'avancer. Et quand il y a ces changements-là en session, bah, ça me renvoie à tous ces éléments-là. Et je sais aussi l'impact, c'est-à-dire qu'il y aura un avant-après dans la relation à l'enfant aussi. Ça paraît très fort, Ouais, ce que tu nous expliques. En tout cas, moi, ça me touche très fortement. Et on sent, tu vois, encore une fois, malgré l'écran, dans ce qui se dit, le moment où ça se dit, que c'est fort aussi pour les gens qui le partagent. Okay. Et justement, tu parles d'apprentissage dont les participants te font part à la fin. Ils sont arrivés avec quelles problématiques et quelles émotions au départ? Alors, ils ont souvent Bon, les problématiques sont assez classiques si je les considère d'une façon généraliste. Comment accompagner les émotions de mon enfant? Comment gérer les disputes entre frères et sœurs? Donc, c'est des attentes qui sont liées à les choses créent une insatisfaction pour moi. La façon dont ça se passe actuellement ne me convient pas. Et alors, ils ont essayé plus ou moins de choses, mais ils ont le sentiment que là, il leur manque un truc. Ils ne savent pas quoi, ils veulent changer, mais ils ne savent pas grâce à quoi. Ce qui fait qu'il y a cette insatisfaction qui est très forte, puis il y a un petit côté de on va voir ce que tu es capable de me proposer. Et souvent, tu le vois aussi dans la posture du corps, tu sais, un petit côté qui peut être dubitatif. Oui, oui, parce qu'attends, moi, je les ai lus, les bouquins qui disent qu'il faut accueillir l'émotion, lui dire je comprends, tu es très en colère, mais en fait, ça ne marche pas, Céline, ça ne marche pas. Et donc, c'est cette insatisfaction qui est tellement grande que en face baisse un peu la croyance que autre chose est possible. Tu vois. Donc, il y a ça qui est très présent dans le début de la formation. Et alors, moi, j'appelle ça le oui, mais. Et j'adore quand on arrive au oui, mais. Ce moment où ils disent ok, je l'ai fait, mais et je dis bon bah super, là on est au cœur du problème parce qu'on est d'accord sur le début et maintenant on va voir qu'est-ce qui bloque et c'est ce truc-là qui nous amène à votre vraie solution pour vous, ce qui marchera dans votre famille. C'est avec le oui mais qu'on enclenche sur vraiment le cœur du truc, tu vois. Ouais, c'est ça, là où tout se joue et là où tu vois, ce braquet va passer, le déblocage va se faire. Bien. Ben, justement, est-ce que tu peux en profiter pour nous rappeler comment tu vas accompagner ces parents, ton activité peut-être en résumé? Alors, donc, je les accompagne en collectif dans ces sessions de formation et puis je les accompagne en individuel pour vraiment se baser sur les besoins spécifiques d'une famille, notamment quand je travaille avec des enfants qui ont des troubles spécifiques. Tu vois, je pense aux troubles de l'attention, par exemple, où il y a un vrai besoin des parents de se sentir épaulés. Et donc, du coup, on a en face à face des séances de coaching. Et puis aussi tout un système de hotline qui nous permet de rester connectés. Tu vois, ils expriment ça, de ce besoin de se sentir tenu par la main. Et donc, on a un lien en dehors des sessions aussi qui se fait sur Reims quand voilà, les conditions le permettent. Ça me permet aussi d'être présente dans les familles. Tu vois, j'observe avec eux. On voit ce qui marche, on voit ce qui ne marche pas. Et je dis toujours, c'est quand on bute sur un truc qui ne marche pas, qu'on débouche sur le truc qui va marcher. Et parfois, on se décourage à ce moment-là. Et moi, je sais que c'est cette marche-là qui nous amène au bon point final. Donc, c'est cet accompagnement de coaching individuel et d'observation ensemble qui me permet de les aider voilà, à construire vraiment, toujours dans l'ordre de la communication et de la relation, quelque chose de riche,
et de solide avec leurs enfants. Ok. Ce que je trouve aussi très intéressant dans ce que tu dis, c'est que ça ne s'arrête pas seulement au moment qui va se passer en ligne, soit avec toi uniquement ou avec d'autres participants. C'est qu'il va y avoir un accompagnement plus sur la durée avec de l'observation. Et ça, je trouve que c'est ce qui permet justement d'ancrer et de transformer en profondeur. Est-ce que tu aurais un conseil pour quelqu'un qui se lancerait là aujourd'hui dans la formation ou l'accompagnement à distance? Comment créer une bonne ambiance, un cadre, rassurer, sécuriser les participants? Euh, Moi, je trouve que en distanciel comme en présentiel, ça va mieux en le disant. Et parfois, on a une tendance, parce qu'on est déstabilisé, à faire comme si de rien n'était quand on voit un truc bizarre. Et ben, à distance, ça a le même effet qu'en présence, mais c'est plus déterminant parfois de dire ce qu'on perçoit, de permettre l'expression de quelque chose qui se cache derrière les expressions du visage. Et vraiment de se dire, en fait, dès que tu verbalises de façon factuelle, tu n'es pas dans le jugement et tu ouvres la possibilité pour l'autre de partager ce qui le contrarie, ce qui l'empêche d'être attentif. Parfois, c'est la présence d'autres éléments que tu ne vois pas en dehors de son champ, enfin de ton champ. Et vraiment verbaliser ce qu'on perçoit plutôt que de se dire, bon allez, on fait comme si de rien n'était, parce que ça peut être gênant si jamais je lui demande si il se sent disponible pour cette session ou s'il est dérangé. Donc voilà, de verbaliser, et en verbalisant de façon factuelle, on ne prend pas beaucoup de risques. En fait, au contraire, on débloque beaucoup plus de choses. Très bien. Merci beaucoup, Céline, Merci. pour ce partage de ton expérience en formation à distance et d'arriver à créer des sessions agréables, de créer du lien et de permettre de transformer des individus. C'est ce qui nous importe beaucoup chez Practice. Donc, merci beaucoup pour ton temps, tes conseils. Et puis, à bientôt, peut-être pour un atelier au sein de Practice. Avec plaisir. Merci infiniment, Valdi. À bientôt. À bientôt.